Avant de commencer, un avertissement de prudence, ce qui suit se veut uniquement à des fins pédagogiques et de divertissement. Il s'agit du témoignage intégral devant le tribunal fédéral lors du procès opposant Britney Spears à Sean Diddy Combs. D'après Inner City Press, l'atmosphère était déjà électrique lorsque les portes se sont ouvertes, mais personne ne s'attendait à la personne qui a fait irruption. Fragile, mais déterminée, nerveuse, mais sans la moindre trace de peur, ce n'était pas une avocate, ni une accusatrice, c'était Britney Spears en personne. Pour la première fois depuis la fin de sa tutelle, elle est montée à la barre, non plus comme princesse de la pop, mais comme une survivante. Ses paroles, livrées sous serment, à propos de Diddy, de la soirée précédant les MTV VMA et du dossier lié à Lou Taylor et Robin Greenhill, ont littéralement secoué la salle d'audience. Cet affrontement ne concernait pas seulement de la musique, il s'agissait de trahison, de manipulation et d'un système entier qui avait été mis en place pour la détruire. Et Diddy, lui, n'avait rien vu venir. Détaillons ce que Britney Spears a révélé sous serment et pourquoi cette industrie tremble de peur. Le tribunal était déjà sur le qui-vive, tout au long de la semaine, les procureurs avaient laissé entendre qu'un témoin surprise pourrait être appelé, mais personne n'imaginait qu'il s'agirait d'elle. Lorsque les portes se sont ouvertes et que Britney Spears est entrée, le son subtil de ses talons contre le sol a fait écho dans la pièce, la tête baissée, mais le regard droit et décidé. Même le juge a mis un instant avant de réagir. L'équipe juridique de Diddy s'est échangé des regards empreints d'inquiétude. Quant à Sean Combs lui-même, installé sur son siège, on l'a vu chuchoter à l'oreille de son avocat, Britney, elle, ne l'a même pas regardé. Elle a pris place à la barre, les mains croisées sur ses genoux. Ce n'était plus la star glamour que le monde avait connue, c'était une femme transformée, plus mûre, plus sage, et pourtant profondément marquée par les épreuves. Elle a légèrement raclé sa gorge avant de s'adresser au microphone d'une voix tremblante, mais résolue, on m'a dit de garder le silence pendant une grande partie de ma vie. On m'a expliqué que c'était pour ma protection, mais ce n'était pas la vérité. Et je refuse désormais de garder le silence. Dès les premiers mots, un silence de plomb s'est installé, même le bourdonnement des téléphones portables s'est tu, et les mains des journalistes ont cessé de trembler sur leurs appareils. Britney a affirmé qu'elle n'était pas simplement une autre célébrité prise au piège dans l'univers de Diddy, elle était la victime d'un engrenage que le tribunal s'apprêtait à dévoiler. Et tout a commencé, selon elle, la veille des MTV Video Music Awards 2007. Je me suis rendu à une soirée organisée par Sean Combs. On m'avait assuré que tout serait sûr, des boissons, de l'amusement, quelques célébrités. Mais ce n'était pas sûr, non, ce fut un tournant dans ma vie. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps, je devais donner une performance impeccable au VMA le lendemain. C'était censé être mon grand retour, mais ce soir-là, quelqu'un m'a tendu une coupe de champagne. Diddy s'est approché, souriant, et m'a dit, juste une, tu iras bien. C'est le dernier moment dont je me souvienne clairement de cette nuit-là. Après cette coupe, tout est devenu flou. La pièce s'est mise à tourner, mes pensées se sont ralenties. Je n'ai conservé qu'un souvenir fragmentaire, ces lumières vives, ces rires étouffés, puis plus rien. Le lendemain matin, elle s'est réveillée désorientée, ce n'était pas une simple gueule de bois, mais quelque chose de bien plus sinistre. Son corps pesait une tonne, sa mémoire était en morceaux, pourtant elle devait se produire. Elle n'avait pas le droit d'annuler, son équipe l'a poussée vers la scène, comme si le spectacle devait absolument continuer. Tandis que Britney déroulait son récit, les jurés se penchaient en avant, visiblement ébranlés. Diddy ne daignait toujours pas lever le regard. Je réalise à présent que ce soir-là était un piège. Ce n'était pas une fête, c'était une embuscade, et cette coupe fut le point de départ, a-t-elle ajouté. Elle a ensuite décrit les détails de la soirée organisée par Diddy à Las Vegas, une réunion qu'elle considère aujourd'hui comme un stratagème délibéré pour l'humilier et anéantir sa carrière. Ce n'était pas juste une fête, tout était calculé, a-t-elle insisté. Il m'avait déjà choisi comme prochaine victime, et je n'en avais pas la moindre idée. Elle a évoqué le Pure Night Club au Caesars Palace, des dizaines de caméras, des célébrités en train de trinquer, célébrant presque à l'avance son 21e anniversaire dans l'espace VIP. Et là, dans cette foule, Diddy se mouvait comme un maître de cérémonie incontesté, souriant et offrant des verres, le regard constamment braqué sur elle. Il avait même pris le micro pour sommer les invités de respecter sa « reine de la soirée ». Elle se sentait exposée, comme sur un podium réservé à son humiliation. Selon Britney, Diddy n'était pas seul dans cette machination, d'autres personnalités de l'industrie, plus tard identifiées comme ayant des liens avec Tristé, la société impliquée dans sa tutelle, faisaient partie de ce complot.
Parmi elles, Robin Greenhill, je ne connaissais pas son nom sur le moment, mais je n'oublierai jamais son visage. C'est elle qui m'a conduite dans une loge VIP où Didi m'attendait juste avant que tout ne bascule. Je leur faisais confiance, a-t-elle confié, je ne pensais pas être en danger, mais j'étais livré sans défense. Après cette unique coupe de champagne, elle a commencé à se sentir détachée, sans pour autant être ivre, sa vision se brouillait, sa pensée se ralentissait, elle perdait l'équilibre. Elle se souvient aussi d'avoir perçu une voix dire « c'est fini », suivie d'éclats de rire. Puis plus rien. À son réveil, elle avait la certitude qu'on lui avait fait quelque chose, mais tous ceux qui l'entouraient l'ont rassurée en lui répétant qu'elle allait bien, qu'elle exagérait. Mais je savais, moi, qu'il y avait quelque chose de complètement anormal. Regardant en arrière, elle est convaincue que tout a été orchestré comme un rituel d'humiliation, destiné à la briser psychologiquement et à préparer le terrain pour la suite de son calvaire. Et Didi, selon elle, se trouvait au cœur de cette machination. Le dimanche des VMA, elle est montée sur scène encore sous le choc, étourdie, instable, plus du tout elle-même. Elle a témoigné que son équipe l'obligeait à poursuivre, lui rappelant que des millions de personnes la regardaient, et qu'elle devait sourire, danser, feindre que tout allait bien, alors qu'elle n'allait pas bien du tout, et cela, il le savait. Elle se souvient avoir été conduite en hâte dans sa loge, où tout a empiré, la costumière lui a présenté une tenue qu'elle n'avait pas validée, un soutien-gorge clinquant et un short noir exactement l'ensemble que les tabloïds allaient s'empresser de tourner en dérision. Elle avait pourtant réclamé un autre costume, je disais, ça ne me va pas. Et on me répondait, mets-le, tu verras, tout ira bien. Puis on l'a poussée sur scène. La musique a démarré, les projecteurs se sont braqués sur elle, et Britney est restée figée. Elle a essayé de danser, de suivre le rythme, mais elle était si perdue qu'elle peinait à avancer. Ce qui devait être son grand retour s'est mué en désastre public. Pourtant, elle a assuré aux jurés que ce n'était pas une simple erreur, c'était quelque chose de prémédité. Ils se sont assurés que je sombre, et je voyais Didi, dans la foule, sourire. Son expression n'était pas de l'étonnement, c'était de la satisfaction, a-t-elle affirmé. Et tout a basculé à partir de là, la frénésie médiatique, les titres cruels, la narration du « craquage », les cures de désintoxication supposées, les batailles pour la garde de mes biens et, enfin, l'instauration de cette tutelle légale qui a chamboulé ma vie. On m'a humilié délibérément, on m'a brisé sous le regard de tous, puis on s'en est servi pour m'enfermer. J'ai clôturé cette partie de mon témoignage en fixant Didi droit dans les yeux. Tu as initié tout cela, et maintenant c'est moi qui vais conclure le chapitre. Ma voix tremblait, mais je restais inébranlable. En abordant la section suivante de mon discours, j'ai cessé de m'exprimer comme une artiste pour m'exprimer comme une survivante. Je ne me suis pas effondré, ai-je déclaré. Ils m'ont démantelé pièce par pièce. Le silence envahit la salle alors que je commençais à énoncer des noms, Thor, Robin Greenhill, Tristar Entertainment, des dirigeants dont les noms avaient plané au-dessus de mon histoire pendant des années, désormais prononcés solennellement sous serment. Dès que je les ai mentionnés, les avocats de Didi se sont raidis. Ils savaient ce qui allait suivre. J'ai expliqué que, après la cérémonie des BMI en 2007, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, non pas avec des messages de soutien ou d'inquiétude, mais avec des exigences pressantes, mon père Jamie, un homme nommé Larry, et une femme que je connaissais à peine à l'époque, Lou Taylor. Ils m'ont dit que j'étais hors de contrôle, que j'avais besoin de structure. Ils préparaient déjà les manœuvres pour prendre le contrôle de mon patrimoine, et tout cela n'est survenu que quelques semaines après cette nuit fatidique. J'ai témoigné que la voix de Lou Taylor était toujours d'un calme presque irréel, comme celle de quelqu'un qui n'espérait pas simplement m'aider, mais qui attendait depuis longtemps ce moment pour agir. Ensuite, sont venues les consultations médicales, les évaluations psychiatriques, les centres de réhabilitation dont je suis resté persuadé ne jamais avoir approuvé l'admission. Pendant tout ce temps, Lou et Robin étaient omniprésentes. À mes yeux, ce n'étaient pas des efforts de bienveillance, mais des répétitions pour un scénario beaucoup plus sinistre. Ils préparaient la tutelle avant même que je sache ce que ce mot signifiait. Puis est arrivé le moment glaçant qui a fait frissonner toute la salle d'audience. J'ai découvert que Lou Taylor avait collaboré avec Sean Combs. Ils venaient du même label, Uptown Records. C'est ainsi qu'ils se connaissaient, c'est ainsi qu'ils opéraient. J'ai sorti une photographie, une capture encadrée d'un article du Hollywood Reporter qui confirmait leur relation professionnelle. Ce n'était pas une coïncidence si je me suis retrouvé avec la même équipe qui a détruit ma liberté, on m'avait livré entre leurs mains. Sous serment,
j'ai affirmé croire que Didi et Lou Taylor avaient déjà planifié tout cela dans les jours qui ont suivi les BMI, et que mon effondrement public avait servi de prétexte pour mettre en place la tutelle. Ils prétendaient que j'étais trop émotive, alors qu'eux-mêmes manipulaient chacune de mes émotions. Quant à Robin Greenhill, on la considérait comme la complice de Lou, chargée des basses œuvres, approuvait des virements bancaires depuis mes comptes vers des femmes de leur réseau de divertissement, selon la plainte de Lil Rod. On la surnommait la comptable, mais moi, je l'appelle la contrôleuse. Puis, je me suis concentré sur ces soi-disant centres, ces prétendus lieux de soins qui, d'après moi, faisaient partie de l'appareil construit par Lou Taylor et mon père pour me démanteler. Ils disaient que j'avais besoin d'aide, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que me droguer jusqu'à m'empêcher de penser ou de parler. J'ai raconté comment j'avais été envoyé dans une structure aux Caraïbes, puis une autre à Malibu, avant d'être ramené chez moi sous un régime médicamenteux strict, le tout sans mon consentement. Je ne buvais pas, je ne faisais pas la fête, je survivais, et pourtant, on m'a traité comme une criminelle. J'ai confié qu'à cette époque, je n'avais aucun pouvoir sur mon argent, ma médication ni mes déplacements. Les seules visites constantes provenaient de représentants de Tristar et d'avocats engagés par mon père, tous orchestrés sous la coupe de Lou Taylor. Alors est venue la révélation la plus troublante. J'ai expliqué qu'un des médicaments qu'on m'avait administré sans explication provoquait une perte de mémoire sévère. Je ne savais plus quel jour nous étions, je restais des heures à fixer les murs sans comprendre pourquoi. Et quand je demandais la raison de tout cela, on me répondait que c'était moi qui avais signé. Mais ce n'était pas vrai. Un jour, on m'a remis un formulaire portant le logo de Tristar, avec une ligne blanche pour ma signature, en me disant que c'était pour ma sécurité. Je tremblais, j'étais terrifié. Je ne voulais pas perdre mes enfants. J'ai signé. Le lendemain, la tutelle a débuté officiellement. J'ai marqué une pause, luttant contre les larmes, ils ne m'ont pas protégé, ils m'ont emprisonné. J'ai affirmé que Lou Taylor avait détourné des centaines de milliers de dollars de mon patrimoine vers des comptes contrôlés par Tristar, et que le conseiller financier de Didi était en copie de multiples courriels. Interrogez-vous, pourquoi mon argent était-il lié à l'homme qui m'avait servi ce poison? J'ai expliqué que chaque fois que j'essayais de résister, omettre une dose, refuser une séance photo ou simplement demander à sortir prendre l'air, j'étais puni, davantage de médication, davantage de restrictions, et Dédé en était informé. Il observait le spectacle qu'il avait lui-même orchestré, impassible, sans lever le petit doigt pour m'en libérer. Ma voix s'est faite plus basse, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, non seulement j'ai perdu le contrôle de ma vie, mais aussi le contrôle de mon image, de mon corps, de ma vie privée. J'ai témoigné que Robin Greenhill et Lou Taylor avaient un accès total à mon téléphone, à ma maison, à mon agenda. Mais ce n'était pas une surveillance, c'était de l'espionnage. Des caméras étaient installées dans chaque pièce, même dans ma chambre, je n'avais pas le droit de fermer la porte. J'ai raconté que mes échanges avec mes enfants étaient scrutés, mes recherches sur Google surveillées, si je tapais mon propre nom trop souvent, on me bloquait l'iPad. J'ai révélé que Black Box Security, la société engagée par mon père, recevait des instructions directes pour collaborer avec Tristar, et que Robin Greenhill avait créé des comptes miroirs iCloud pour traquer chacun de mes mouvements. J'ai appris tout cela grâce à un ancien employé, Alex Vlove, qui a risqué sa propre sécurité pour me livrer la vérité. Puis j'ai prononcé une phrase qui a glacé la salle, il ne se contentait pas de me surveiller, il m'enregistrait. Quand j'ai demandé à voir ces enregistrements, on m'a répondu que c'était pour ma sécurité, mais je sais ce qu'il faisait réellement, il constituait des preuves de ma prétendue faiblesse afin de me faire taire. J'ai raconté que l'un de ces enregistrements montrait des images de moi en plein effondrement lors de ma répétition pour les BMA, où je m'étais écrié « Je n'y arrive plus. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Cet enregistrement, ai-je assuré, a été présenté à mon propre équipe juridique comme preuve de mon instabilité. Et cette nuit-là, lors de la fête avec Didi, j'avais demandé s'il existait des caméras de sécurité, on m'avait alors juré qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y en avait bel et bien, conservé, peut-être même exploité. Je me suis tourné vers Didi, tu prétendais vouloir m'aider, mais c'est moi qui ai fini enfermé. C'est moi qui ai perdu 14 ans de ma vie. Puis, me tournant vers le jury, j'ai poursuivi, je sais ce que les gens pensent, elle perdait le contrôle, elle avait besoin d'aide. Mais ils n'ont vu que ce qu'on leur a montré. Ils ont vu les extraits, les effondrements, les mèmes, mais rien de cela ne me ressemblait. C'était la version qu'ils avaient construite de moi. Sur ces mots, j'ai refermé le dossier devant moi, mais il était évident que mon témoignage ne faisait que commencer.
Mon ton a changé tandis que je m'aventurais au cœur du chapitre le plus sombre de mon histoire. Dans la lumière tamisée de la salle d'audience, j'ai décrit la nuit où, selon moi, on m'a tout arraché, ma liberté, ma réputation, ma voix. Et tout remontait à ce soir-là, au Pure Night Club. Vous savez ce qui est pire que de perdre la raison, demanda-t-elle. Que l'on vous dise que vous l'avez perdue alors que vous savez qu'on vous l'a arrachée. Elle décrivit le matin du 9 septembre 2007, quelques heures seulement avant la cérémonie des BMA, elle s'était réveillée, tout son corps tremblant, incapable de coordonner ses gestes. Ses muscles étaient faibles, sa mémoire fragmentée. Je n'étais pas en état de reprendre le dessus, dit-elle, on m'avait manipulé. Britney expliqua qu'après sa performance, devenue la risée des médias, on l'avait raccompagnée prestement à son hôtel. C'est là que Taylor l'avait appelée pour la première fois. Tu as besoin de structure, lui avait-il lancé. Elle se souvenait de ces mots, nous pouvons t'aider. Lulu lui offrait de mettre en place un traitement et de contenir le désastre médiatique, mais évidemment, à certaines conditions. En l'espace d'une semaine, les documents légaux de Britney furent modifiés. La procuration changea de main, et du jour au lendemain, des gens qu'elle n'avait jamais engagés prenaient des décisions médicales et financières à sa place. Puis vint une révélation cruciale, Britney affirma avoir appris que Diddy avait joint Taylor juste après les BMA. Il a dit, elle n'a plus aucun recours. Le public a déjà vu ce qu'il fallait voir. Britney fit une pause, avala difficilement sa salive, avant de reprendre, tout est allé si vite. Une nuit, une prestation, et soudain, je n'étais plus maîtresse de ma vie. Elle raconta aussi que cette même nuit, un membre du staff de la salle avait tenté de la contacter, il l'avait vue s'effondrer dans les coulisses et avait voulu avertir quelqu'un, en vain. On lui avait ensuite expliqué que Diddy entretenait des connexions avec tous les grands médias qui couvraient les BMA cette année-là, c'est ainsi que le récit médiatique bascula aussi rapidement elle a passé une mauvaise soirée, elle est hors de contrôle. Cette version des faits légitimait tout ce qui suivit. Sa voix se fit plus ferme, je ne me suis pas effondré, on m'a fait tomber. La salle demeurait figée, interdite. Certains jurés clignaient des yeux, visiblement bouleversés. Britney se pencha en avant, ses mains incarnant pour la première fois une détermination nouvelle. Et Diddy, il n'était pas qu'un simple invité au VMA, c'était l'architecte de tout ça. Le silence régna quand Britney dévoila la preuve que personne n'attendait. On m'a dit pendant des années qu'il n'existait aucune vidéo de cette nuit-là, commença-t-elle, mais on m'a menti, moi je l'ai vue. Britney déclara qu'un ancien employé de Tristar l'avait contacté anonymement, prétendant posséder les images brutes de cette soirée du 8 septembre 2007, lors de la fête organisée par Diddy au Pure Night Club. Selon sa source, ces séquences n'avaient jamais été publiées ni mentionnées dans les enquêtes officielles, ni même archivées par la sécurité de l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient jamais transité par le système interne, elles avaient été envoyées directement à Diddy. Britney expliqua que l'on la voyait d'abord danser quelques instants, tenant une coupe de champagne que lui tendait un homme en costume gris. Elle se souvenait parfaitement de son visage, à l'époque, elle ignorait son nom, mais des années plus tard, elle l'avait reconnu sur une photo parmi les proches collaborateurs de Diddy. Dans la vidéo, Britney se met à chanceler, puis s'assoit, visiblement perdue. Un groupe d'hommes l'entourait, quelques minutes plus tard, la fait disparaître du champ de la caméra. L'enregistrement s'arrête net. Ça suffit, dit Britney au jury. On y voit que je n'avais aucun contrôle, que je ne suis pas sorti de ce club de mon plein gré. Elle décrivit comment cette vidéo avait ensuite été montrée à Robin Greenhill et à d'autres cadres de Tristar, non pour la protéger, mais pour être conservée comme preuve compromettante. Ils ne l'ont pas détruite, affirma-t-elle. Ils l'ont gardée comme un trophée. Britney confia que l'informateur lui avait assuré que Tristar et ses affiliés détenaient des dizaines de cassettes similaires, pas seulement la sienne, mais aussi celles d'autres artistes. Ils filmaient des jeunes femmes lors de fêtes, dans des hôtels, même aux toilettes, murmura-t-elle, la voix tremblante. Et Diddy avait accès à tout cela, précisa-t-elle, la colère montant dans son regard. Il ne se contentait pas de me filmer, il me retenait capturé. Elle fit une pause, puis fixa le jury, vous comprenez maintenant pourquoi je ne pouvais pas partir, pourquoi chaque fois que je voulais alerter quelqu'un, ils avaient toujours un moyen de me menacer. Elle inspira profondément, cette prestation au BMA n'était pas un effondrement, c'était une preuve, une pièce à conviction qu'ils ont utilisée pour me mettre en cage. Alors elle tourna son regard vers Diddy pour la première fois, toi, tu as tout vu, tu as laissé faire, et aujourd'hui tu ne peux pas te cacher derrière ton argent ou tes flûtes de champagne. Dans sa conclusion,
sa voix tremblait moins, la douleur restait palpable, mais avait fait place à la colère, qu'on l'inscrive au procès-verbal, je ne suis pas folle, j'étais emprisonnée. Elle regarda tour à tour le juge, puis le jury, on m'a ridiculisé, on a fait de moi un objet de moquerie. On m'a fait passer pour instable, et lorsque je criais pour qu'on m'aide, on a dit au monde que c'était la preuve de mon effondrement, mais je ne me brisais pas, j'implorais qu'on m'entende. Britney révéla que, dès l'instauration de la tutelle, elle avait été surveillée 24 heures sur 24, ses appels étaient enregistrés, sa médication scrupuleusement gérée, ses enfants lui avaient été retirés, et ses revenus dirigés vers un réseau de sociétés et de représentants, tous liés de près ou de loin à Tristar, et par ce lien, à Didi. J'ai perdu 100 millions de dollars enfermés dans cette cage, s'indigna-t-elle. Ils prétendaient me protéger, mais ce qu'ils défendaient, c'était leur système. Elle avoua qu'après la fin de la tutelle, elle n'osait toujours pas s'exprimer. On m'a dit que Didi avait du monde, si j'ouvrais la bouche, je disparaîtrais à nouveau. Alors j'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. Puis vint le moment que nul n'avait anticipé, Britney sortit de sa poche un bout de papier froissé, une lettre écrite à la main aux bords usés. Elle expliqua qu'elle l'avait rédigée en 2009, mais qu'on ne l'avait jamais laissé l'envoyer. Je l'ai écrite pour Didi, j'avais 27 ans. J'essayais encore de comprendre comment quelqu'un que je connaissais à peine avait pu jouer un rôle si décisif dans la destruction de ma vie. Elle l'a lu à voix haute, j'espère que ça valait la peine, quoi qu'on t'ait promis, parce que tu as contribué à me faire du mal. Je ne sais pas si tu l'admettras un jour, mais je sais que tu l'as fait. Je l'ai lu dans ton regard, le soir où tu as levé ton verre pour célébrer ma chute au BMA. Tu savais qu'il me piégeait, et tu as souri. La salle s'était tue, dans un silence complet. Même Didi resta immobile. Britney répliqua la lettre avec précaution et la glissa dans sa poche, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne le fais pas pour la célébrité, je le fais pour que mes enfants connaissent la vérité. Pour qu'ils sachent que leur mère n'a pas échoué, qu'elle a été une victime. Elle se tourna de nouveau vers le juge, pendant 14 ans, j'ai supplié qu'on m'écoute. Aujourd'hui, c'est le cas. Ne détournez pas le regard. Sur ces mots, Britney Spears se leva, remercia la cour, et quitta la salle non plus en icône de la pop, mais en femme qui venait de délivrer le récit qu'on avait voulu enterrer. Didi, lui, ne prononça pas un mot, il ne le pouvait pas, car pour la première fois, c'était lui qui était sous le regard impitoyable de tous.